Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss. Je m'appelle Laurent Bazar et nous sommes passionnés par la créativité que nous considérons comme une quête initiatique. Pour nous aider à développer Sens Créatif cette année, soutenez-nous sur Patreon ou Tipeee. Cela vous donnera accès à la communauté du Patate Club, aux lives mensuels exclusifs avec des professionnels clés du milieu de l'illustration et à des tas d'autres bonus pour vous permettre d'avancer dans votre carrière d'artiste freelance. Nous soutenir, c'est contribuer à faire de Sens Créatif un podcast indépendant et une ressource incontournable pour tous les artistes de l'image francophone. Et c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Welcome back dans ce deuxième épisode du Boxon Créatif, le retour de la vengeance dans cette saison 5. Voilà, on est très très content d'être là. Oui. Premier épisode sur Twitch depuis la reprise, mon cher Laurent. Ça fait 5 mois. Ça... On a un petit peu rouillé, mais on est content d'être de retour avec vous. Et je n'ai aucune idée de ce qui va se passer aujourd'hui, les amis, pour ce grand retour, notamment autour de la stratégie du n'importe quoi. Et avant de passer la main à mon cher compère Laurent, on remercie chaleureusement toutes les personnes qui nous ont rejoints sur Patreon et Tipeee dernièrement. Merci du fond du cœur à vous toutes et tous de nous soutenir financièrement. Grâce à vous, l'émission, c'est grâce à vous. Donc, j'ai pas eu le temps de faire tous les noms, prénoms. Peut-être que certains d'entre vous seront soulagés de ne pas entendre votre prénom complètement malmené par ma petite bouche. Mais en tout cas, on vous remercie et merci d'être là. Et merci d'être là sur Twitch. Lâchez-vous dans les commentaires sur la droite, c'est là pour ça. Rebondissez, mettez vos petits commentaires, vos petits cœurs, vos petits bisous, tout ce que vous voulez. Et du coup, on va tout de suite foncer dans l'épisode du jour. Laurent, qu'est-ce que tu nous as concocté et surtout, comment tu vas ? Oh, écoute, ça va bien. Est-ce que tu as vu la vignette de l'épisode ? Oh punaise, ça m'a mis en joie, mon ami. C'était un truc de fou furieux. Je l'ai découvert hier et j'étais tellement heureux. Alors, pourquoi j'ai choisi Keyboard Cat pour faire le featuring et nous accompagner sur cet épisode ? Parce que pour moi, ça représente vraiment l'énergie du n'importe quoi. C'est-à-dire qu'en fait, un gars, un jour, il prend son chat, il lui met un petit costume, il le met sur son synthé Yamaha et il lui fait faire des petits mouvements comme ça. Et après, il remet un playback et il balance le son avec le chat dessus. Et ça devient un événement incroyable, une super vidéo hyper virale sur YouTube. Et ça devient un mème qu'on utilise encore de nos jours tout le temps. Je ne sais pas ce qui est devenu Keyboard Cat. En tout cas, voilà. Il fait des gros poutous. Et voilà, pour moi, c'est ça, cette énergie-là, c'est comment on part de n'importe quoi et on en fait un succès. Pour moi, c'est assez mystérieux, en même temps fascinant. Voilà, d'où le choix de la vignette. Alors, en tout cas, ça envoie une énergie monstrueuse. Exactement, c'est ça, cette énergie-là, elle est super intéressante. Est-ce que c'est parce qu'on n'y croit pas vraiment quand on fait ce genre de truc que ça finit par bien marcher ? Ah, le jeu du sans enjeu, je vois là où tu veux arriver. Ouais. Il a fait ça, le gars, sans... il pensait pas faire des sans trop réfléchir. Ouais. C'est clair. Il voulait rigoler, quoi. Mais il était là au bon moment. Et voilà, il y a une histoire de bon moment. Voilà, c'est peut-être aussi les débuts des mèmes, etc. Et du coup, ça a fonctionné. Alors, est-ce que c'est magique ? Est-ce que c'est le fruit du hasard ou un truchement de l'univers ? Est-ce qu'on a vraiment le droit de faire n'importe quoi, Jérémy ? Est-ce que c'est grave ou pas ? En fait, on va voir tout ça aujourd'hui. Bon, on a quelqu'un dans le chat qui nous met c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui de Rémi Gaillard. C'est vrai. Pas oui, je suis d'accord et pas entièrement, mais en tout cas, il y a de ça, ouais. Alors, dis-moi pourquoi tu n'es pas entièrement d'accord avec la maxime de Rémi Gaillard. Parce que l'idée de devenir n'importe qui, Alors, c'est un second degré, hein, Jérémy. Enfin, c'est un double second degré. Ah oui, mais tu me connais, voilà, je suis hyper premier, donc hyper premier degré. En fait, si tu fais vraiment n'importe quoi, tu deviens vraiment n'importe qui. C'est ça. Oui. Il n'y a pas d'enjeu non plus. C'est simplement pour dire, lâchons-nous et on verra bien. Oui, en fait, c'est vrai que ça, c'est totalement juste. Mais c'est peut-être pas exactement là où tu veux nous mener aujourd'hui. À savoir. En fait, j'en sais rien. Je ne sais pas du tout où je vais nous mener parce qu'en fait, I have no idea what I am doing. But you're doing it well. Voilà. J'espère. En fait, le I have no idea what I am doing, c'est encore un mème. C'était un petit peu le rapport aussi avec Keyboard Cat, parce qu'on aurait très bien pu mettre cette maxime-là sur un gif de Keyboard Cat. En fait, c'est une catchphrase qu'on retrouve souvent sur des images postées sur Internet où on voit un chien
qui est en train d'effectuer une tâche humaine. Et en fait, il regarde la caméra, il sait pas ce qu'il fait. Et c'est extrêmement drôle, c'est tout con, c'est un peu débile. Mais quand tu vois ce pauvre labrador-là qui te regarde et qui est en train de réparer une voiture ou qui est devant un ordinateur, bah, ça marche, quoi. Il y a un effet méta, en fait, où tu comprends totalement le truc. C'est qu'est-ce qu'on fout là? C'est n'importe quoi. Pourtant, on est en train de le faire, quoi. Cette maxime-là, bah, c'est un petit peu ce qu'on se dit régulièrement, toi et moi, quand on travaille sur le projet Sens Créatif. Parce qu'il y a vraiment des fois, en fait, ce type de projet, il finit par dépasser la somme des deux individus qui le composent. Je parle de Sens Créatif. Ah oui, totalement, ouais. Et on est sans arrêt. D'ailleurs, tu peux virer les petits chatons sur nos bouilles, là, qu'on nous voit. Parce que j'ai laissé Keyboard 4. Nos bouilles à nouveau, voilà. Il était mignon. et du coup, en fait, il arrive tout le temps des imprévus qu'on doit gérer. Et c'est pas parce qu'on a planifié au départ, c'est pas parce que toi, tu avais déjà 3 saisons dans les pattes, que le truc, en fait, il est huilé et qu'il va marcher à chaque fois. En fait, à chaque fois, il faut se réinventer. À chaque fois, il faut trouver des solutions. On a parfois aussi des interviews qui se décalent, donc du coup, il faut recalculer des dates, il faut rappeler les personnes, il faut s'arranger, etc. Enfin, je pense que au plus un projet prend de l'ampleur, au plus ça devient excitant et en même temps, au plus il faut trouver comment s'organiser. Et c'est un peu la problématique que tu abordes aujourd'hui, c'est que tout le monde n'est pas un champion de l'organisation. Toi le premier de tes propres dires, et moi je pense que je le suis plutôt à la base, mais qu'au fur et à mesure du temps et ces 5 dernières années, au plus j'ai eu des nouvelles informations à gérer, au moins j'ai réussi à vraiment garder le dessus, et je sais que notamment grâce à toi, j'ai un peu accueilli tout ça. Ça devient un over control, en fait. C'était ok. Tant que c'est un petit projet, en fait, tu peux tout gérer, et dès que ça devient un projet pharaonique, en fait. Ah ben oui, mais à la base, voilà, quoi. Et encore, Sens Créatif, ça reste petit au final, mais c'est sûr que je n'avais pas du tout anticipé tout ce qui a gravité autour et tout ce que ça a pu générer. Et heureusement, d'ailleurs, pour le coup, que tu es là depuis la saison 4 pour épauler, parce que sûrement que le projet n'aurait pas continué. Ouais, puis toi, du coup, tu es passé plus dans un costume de podcasteur et moins d'illustrateur. Quand tu avais encore les deux casquettes, bah, du coup, il fallait aussi gérer les boulots de commande en illustration, ce qui est toujours mon cas. Mais là, maintenant, toi, tu dois gérer aussi les podcasts qui sont à côté. Et puis aussi les podcasts qui sont commandités aussi. Tu ne fais pas que des podcasts de projets personnels. Ouais, bien sûr. Et donc voilà, et donc tout ça se télescope dans la semaine. Et donc, bah, il faut quand même trouver des moments pour pouvoir se faire Sens Créatif en commun. Grave. Ouais. Donc voilà, donc I have no idea what I am doing, but I know I am doing it really, really well. Beautiful French accent, my friend. Ouais, merci. Ça, je l'ai piqué dans Parks and Recreation. En fait, c'est Andy Dwyer qui le cite lors d'un épisode, en fait, quand il devient cireur de chaussures. Et il se découvre une passion, en fait, pour le cirage de chaussures. En fait, c'est un gars qui est assez incompétent. Et ce truc-là, il le fait hyper bien. Il ne sait pas ce qu'il fait, donc du coup, mais les gens le remercient et le félicitent. Donc ça, c'est des moments un petit peu magiques. On se dit, bah, en fait, je ne sais pas du tout ce que je suis en train de faire, mais j'ai des super bons retours. Et ce qui est hyper intéressant, c'est peut-être là de se poser la question de merde, pourquoi ça marche, en fait? Ouais. Pourquoi c'est en train de marcher? Est-ce que je pourrais pas prendre 5 minutes pour tout poser et décrypter un petit peu, faire du reverse engineering? Oui. Et voilà, et partir de ce qui a fonctionné et de tout déconstruire pour comprendre, en fait, quels sont les éléments qui font que ça marche. En fait, on pourrait presque dire, et tu vas sûrement me confirmer ça, que l'impulsion de base serait de le faire sans enjeu, jouer le jeu du sans enjeu, en tout cas avoir une intention, et puis on peut le faire sans conscience aussi, hein. Et puis ne plus trop en mettre. Et puis après, au fur et à mesure du temps, de manière un peu scientifique, un peu empirique, voir ce qui marche pas. Et quand on se rend compte quand même que de manière répétée, quelque chose fonctionne systématiquement et qu'on met pas forcément beaucoup d'efforts et que c'est naturel, ça sort très naturellement de nous, on est dans le flow. Là, de mettre sur pause et de conscientiser les choses et puis de les faire à raison, enfin genre de manière intentionnelle. Et là, toute la difficulté, c'est de garder la spontanéité avec laquelle on l'a fait au tout début. C'est là tout l'enjeu. Voilà, pas mettre trop de sueur finalement dans le process. Alors, bah, déjà l'idée c'est de faire du mieux qu'on peut, mais comme le mieux est l'ennemi du bien, déjà de faire du bien qu'on peut. Je sais pas ce que t'en penses, mais bon voilà. Oui. Alors, on parlait de planification parce que je pense que quand même
avant d'attaquer un projet, un boulot, une commande, etc., on pense quand même au plan de route, au plan de bataille. Quel est le meilleur plan de bataille à ton avis, Jérémy? Si je m'en réfère à toi, le meilleur plan de bataille, c'est de ne pas en avoir, n'est-ce pas? Je suis pas sûr d'entièrement être en accord avec toi, mais a priori, c'est ta philosophie, ouais. Voilà, mais en fait, c'est évidemment un raccourci. Hein, c'est pour aller à l'essentiel. C'est simplement le fait de se rappeler que ça sert à rien de faire des gros plans de bataille s'il y a une petite couille qui vient tout foutre le plan de bataille par terre. Parce qu'en fait, on ne saura pas s'adapter alors qu'on aura passé des mois à préparer un truc pour au final qu'il faille s'adapter et faire les choses autrement. Il y a une citation de Mike Tyson qui est hyper intéressante. Il a dit « Everybody has plans until they get it for the first time ». Donc tout le monde a un plan d'enfer avant finalement de se prendre un lion dans la gueule. Voilà. Ah oui. Quand on se prend un lion dans la gueule, on se dit bah merde, finalement mon plan était pas si bon que ça, quoi. C'est juste l'expérience qui peut nous enseigner au final. On peut faire tous les plans qu'on veut. C'est le terrain c'est la réalité qui va nous enseigner. C'est le premier maître. Ouais, complètement. Bah en fait, si tu veux planifier tout en détail, c'est un petit peu oublié que shit happens. Shit happens. Voilà, je vous invite à jeter aussi un œil du côté de la loi de Murphy, évidemment. Quand on tente de réaliser un projet qui est important, un petit projet, on arrive toujours à le gérer, puis en général, on ne planifie pas trop, mais un gros projet, on va essayer de le planifier. Et quand on veut faire un gros projet comme ça, en fait, on doit essayer de faire preuve de flexibilité. Parce que l'adaptabilité, elle est totalement essentielle. Si on n'en a pas, du coup, on reste bloqué dans le cadre de son plan et on n'avance pas. Il y a évidemment la citation de Mike Tyson, elle est apparentée à la citation de von Moltke, qui est un général prussien de la fin du 19e siècle. Et lui, ce qu'il avait dit, c'est que en fait, aucun plan d'opération ne survit à la première rencontre avec l'ennemi, en fait. C'est-à-dire que l'ennemi, lui aussi, va avoir un plan pour contrer. Alors l'ennemi, évidemment, en termes militaires, c'est l'adversaire, mais l'ennemi, ça peut être aussi, quand on fait un projet créatif, les perturbations, les imprévus qui vont faire modifier le plan dès le début, quoi. Voilà. Moi, j'ai l'impression quand même que parfois, pas de plan de bataille au sens strict, ça peut être quand même une bonne stratégie. Parce qu'en fait, on part sans aucune intention, ce que tu disais tout à l'heure. Pas d'attente. Voilà. Et en fait, ça ne marche que si on entraîne au quotidien le muscle d'adaptabilité. C'est-à-dire qu'on est tout le temps sur le qui-vive par rapport à ça et que tout imprévu, toute perturbation est une occasion d'entraîner la flexibilité, l'adaptabilité. C'est une forme de préparation par l'expérience. C'est exactement ce que tu disais tout à l'heure en intro. En fait, on apprend de ses erreurs et puis on finit par s'adapter. Et j'ai encore une autre citation, et pas n'importe qui, parce que c'est Dwight D. Eisenhower qui l'a prononcé en 57. Je rappelle, c'était le chef d'état-major des armées de 45 à 48 pour les États-Unis, et c'est devenu le 34e président des États-Unis par la suite. Et ce qu'il racontait, c'est les plans ne valent rien, tout est dans la planification. Ah oui, là, je veux bien que tu fasses la petite différence, là. Il y a une nuance, là. Il y a vraiment une nuance. Mais en fait, faire des plans, ça veut dire qu'on essaye de parer à toute éventualité. C'est-à-dire qu'on a vraiment étudié, et puis c'est sérieux, on a étudié les problématiques, on a des solutions pour chaque embranchement de la problématique, un petit peu, tu vois, de façon binaire, comme ça. Ouais, s'il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. Il se passe ça, voilà. En général, c'est ce qu'on fait. Le livre dont vous êtes le héros. Allez à la page 24, à la page 48. Voilà, complètement. La planification, au contraire, c'est peut-être d'avoir une vue plus globale des choses. C'est-à-dire, en fait, on ne s'attache pas aux détails, mais on envisage la pluralité, en fait, de ce qui peut arriver sur un projet. Et en faisant comme ça, en fait, on laisse finalement des vases, des petites cases vides, où on se dit, tiens, là, il peut y arriver tel type de merdouille. Voilà, c'est une catégorie de merdouille, on fait une autre catégorie de merdouille, une catégorie d'imprévu, etc. Et en faisant ça, en fait, on se dégage aussi la responsabilité, on se dégage aussi un petit peu la charge mentale de réfléchir à tout, quoi. Et on se dit, peut-être que ça peut arriver, shit happens, ok. Loi de Murphy, ok. Loi d'Hofstadter, ok. Je veux un print, shit happens. Ce serait formidable, ça. On va faire ça. En fait, quand on fait n'importe quoi, en fait, c'est mieux de ne pas le faire n'importe comment. Ok, oui. Ok, mais vas-y, développe, du coup. Est-ce que j'ai vraiment besoin de développer ? Bon, ok, je vais faire l'effort de développer ça.
Une minute. C'est-à-dire qu'en fait, on peut vraiment faire absolument n'importe quoi, puisque ça part des idées, des envies qu'on a envie d'accomplir, puis souvent on refuse de les faire parce qu'on se dit ouais, ça va pas marcher, ou qu'est-ce que les gens vont en penser, etc. Mais une fois qu'on a passé cette problématique-là, on peut vraiment faire n'importe quoi. Mais si on le fait n'importe comment, on va pas avoir la bonne portée, on va pas envoyer aux bonnes cibles, on va pas faire le marketing qu'il faut derrière. C'est important. Ah, tu vois ce que donc toi, tu es en train de me dire que ce qui est important, c'est de bien penser la structure, le terrain, pour reprendre toujours notre même métaphore depuis 2 ans. Le terrain de tennis, il faut bien le structurer, et une fois que tu es dedans, tu es sérieux, mais tu peux, grosso modo, vu que c'est ton terrain de jeu bien structuré, tu peux faire n'importe quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Okay. C'est comme une histoire, mais de toute façon, les boxons s'enchaînent. Hein. C'est-à-dire que ce qu'on a vu avant dans d'autres boxons, je vous invite à les réécouter. Les boxons sur le cadre et les limites, notamment, permet d'arriver à cette pratique en fait du n'importe quoi. Oui, on pourrait par exemple dire que, par exemple, Sens Créatif, notre structure elle est claire, et parfois en dehors on ne sait pas ce qui va se passer en direct, c'est-à-dire on se prépare. Non, mais même on se prépare quand même. On fait pas n'importe quoi, mais on fait n'importe quoi, mais on le fait pas n'importe quoi. Bon, bref, j'en sais rien. Il y a une question assez intéressante d'Arduina, si tu la vois, Jérémy. Ouais. Laquelle ? Est-ce que elle enchaîne d'ailleurs. Est-ce qu'en faisant n'importe quoi, on sera identifié comme un artiste qui fait du n'importe quoi finalement ? Non. Ah, je pensais pas à celle-là. Je pensais aux questions suivantes. Par rapport au TDAH ? Ouais, exactement. Ok. Après, je pense que ça dépend du caractère de chacun. Je crois avoir lu que les personnes ayant un TDAH ont besoin de bien s'organiser au quotidien. C'est le cas d'Andy J. Pizza. Hein. Il explique sans arrêt que lui, il est confronté à ça et qu'il a une façon de réfléchir et de s'organiser qui est totalement hors norme, quoi. En fait, cette question, elle va aussi c'est aussi un sujet qu'on aborde sous Sens Créatif, qui est l'aspect introspectif, qui est d'aller vers soi, c'est-à-dire d'apprendre à se connaître et quelles sont vos spécificités. Par exemple, là, c'est plutôt un sujet de santé mentale, mais ça peut être votre contexte, quelles sont les cartes qu'on a en main, sachant que moi, je pars du point de vue qu'on est infini et qu'on peut constamment se réinventer, mais malgré tout, comme dirait Charles Pépin, finalement, on finit toujours par tourner autour de son axe à un moment donné. Bref, je m'étale. Mais pour revenir au TDAH, quelque part, de prendre conscience de certaines de spécificités. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est le trouble. C'est un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. J'ai Andy J. Pizza, comme l'a dit Laurent, ou Aurélien Janet, qui est déjà passé 2 fois sur le podcast, qui c'est aussi quelque chose, et d'autres. Ça peut être autant une malédiction qu'une bénédiction, dans le sens où si on apprend à se connaître et à mettre en place justement un système vertueux, ça peut être une kryptonite qu'on peut transformer en super pouvoir. Et donc, du coup, c'est tout l'enjeu au final d'apprendre à se connaître et de créer une structure qui nous convient pour éventuellement, prenons pour le TDAH où je suis pas spécialiste de la question, mais où quelque part c'est assez difficile de s'organiser. Si on a bien pensé à la structure, c'est pas trop grave si finalement on est désorganisé dans ce chaos. C'est vrai que c'est un bon exemple. Et puis on a tous des spécificités qui font que on peut en tirer parti ou au contraire le subir. Mais c'est bien finalement de mettre les choses en lumière pour ne plus les subir indéfiniment. C'est d'ailleurs un des sujets, par exemple, le fait d'apprivoiser son ombre, qu'on a aussi déjà abordé sur Sens Créatif et sur Hérétique. Voilà, épisode 2. Voilà, je fais un petit aparté pour mon nouveau podcast. Mais donc, du coup, d'apprendre à connaître ses dark sides. Et donc, on peut revenir au fait de faire n'importe quoi. Laurent, back to you. Moi, j'ai essayé pendant des années d'apprendre à m'organiser. Hein. J'ai étudié, j'ai regardé toutes les personnes qui étaient extrêmement organisées, comment elles fonctionnaient. Justement, du coup, j'ai fait du reverse engineering avec tout ça. Et j'ai appliqué des méthodes. Et je m'y suis tenu. Des fois, je m'y suis pas tenu. En fait, au final, ma nature me rattrape tout le temps. Et j'ai du mal à lutter contre ça. Donc, le fait d'accepter justement ma nature, ou ma condition, le cas échéant, c'est vraiment du temps de gagner sur tous les problèmes d'organisation. Parce qu'après, je me connais,
Donc je sais comment je peux gérer une deadline, je sais comment je peux gérer un marathon de travail, comment je peux gérer un imprévu, etc., etc. Mais ça, c'est l'expérience au fil des années et le fait aussi d'avoir étudié ce que faisaient les autres. Ouais. Voilà, il y a un jeu comme ça de ping-pong entre aller voir ce que font les autres et créer soi-même son propre système. Oui, et c'est important, j'aimerais le préciser, de pas sans cesse se comparer aux autres. C'est hyper facile de se comparer, on fait tout ça, hein, c'est normal. Mais par exemple, tu me parlais de Andy J. Pizza. Je me souviens quand je l'ai rencontré aux États-Unis. Donc lui, il a vécu en Angleterre et aux États-Unis. Et il me disait que, en fait, en Europe, tout bêtement, il dit tout prend 2 fois plus de temps. Il dit les routes, par exemple, elles sont sinueuses. Faut mettre un truc dans un passe-mètre. On va à la banque, on rentre physiquement dans la banque. Je l'ai accompagné, on est resté dans la voiture. Bon, c'est les ricains, hein, mais donc du coup, il y a un tuyau qui est arrivé, touc, on a mis de la thune dans le tuyau et c'est reparti. Tu vas au supermarché, tu fais tes courses, il y a des gens qui mettent tout dans les sacs pour que ça aille super vite. Bref, c'est des exemples un peu bateaux pour dire que, grosso modo, on peut pas toujours comparer des pommes avec des prunes et que, en fonction, justement, de nos circonstances, de notre culture, de notre âge, de nos spécificités, de nos contextes familiaux, que sais-je, en fait, je dirais que se comparer les uns aux autres, ça peut nous inspirer. Tout comme quand un ami à moi a eu un agent et j'étais jaloux et puis j'ai pris le téléphone un petit peu vénère et j'ai appelé l'agent que je convoitais pour lui dire bon ça suffit, moi aussi je veux un agent. Donc ça peut se transformer, mais grosso modo on est tous différents et c'est important plutôt, enfin je dirais de se réjouir pour les autres et de voir ce qu'on peut glaner comme inspiration au lieu de se comparer quoi. Alors, on arrive au chapitre suivant qui s'appelle les règles. On s'en balance. On s'en balèque des règles. Alors, j'ai quand même un sous-titre à tout ça. Moi, j'appelle ça être déloyal pour notre propre bien. Voilà. Joli. Allez, alors, vas-y. En fait, comme dans le film Retour vers le futur, je ne sais pas si vous vous rappelez la scène, où Doc il finit par être déloyal envers sa propre règle intransigeante qui consiste à jamais perturber le continuum espace-temps. Mais alors, Doc, toutes ces histoires sur les risques de modifier le futur, le continuum espace-temps. Ben, je me suis dit, on s'en balance. Parce qu'il y a parfois des choses plus importantes que de respecter ces principes. Il y a une histoire de loyauté en fait qu'on s'impose envers les fondamentaux. Ces fondamentaux en fait dont on pense qu'on ne doit jamais les remettre en question. Parce qu'on a l'impression que c'est un peu notre totem, tu vois, c'est le truc depuis qu'on a tout compris, on avance comme ça avec nos principes. Et en fait, on les rend monolithiques. Oui. Mais en fait, les fondamentaux qui sont intrinsèques à chaque personne, en fait, déjà, on les remet pas en question depuis longtemps parce que déjà, on a la flemme, puis on est un petit peu aussi suffisant par rapport à ça. On pense en avoir fait le tour. Mais en réalité, on devrait les travailler, sinon tous les jours, au moins les remettre en question tous les ans. Parce qu'en fait, à force, on finit par avoir une vision complètement déformée de ce qu'ils sont vraiment. Et la vraie force, c'est pas la loyauté envers les fondamentaux et les propres règles qu'on s'impose, mais c'est la foi en notre potentiel créatif et ce qu'on peut accomplir vraiment. Et pour ça, en fait, on doit réécrire nos propres règles du jeu. Et je conseille de pas s'en priver et surtout de pas se juger aussi en le faisant, quoi, évidemment. Voilà. Donc le principe, c'est que tous les ans, peut-être qu'on devrait se donner un petit moment où on dit je revois mes bases et mes fondamentaux, qu'est-ce qui constitue en fait mon process créatif. Est-ce que pendant un an ça a vraiment marché et qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a fonctionné. Et dans ce cas-là, peut-être revoir. Ça c'est intéressant parce que il y a excusez-moi si ça offusque peut-être quelques personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent, mais je sais que le genre de personnes qui vont me sortir, c'est une question de principe. Moi, ça m'énerve en fait. Ouais. Genre, non, mais moi, je suis une personne de principe ou de toute façon, c'est juste une question de principe. Moi, ça me saoule parce que ça démontre juste cette envie de pas bouger et cette sorte de, moi, c'est une sorte de loyauté infantile comme ça, de genre, je suis comme ça et c'est tout et j'ai mes principes et je m'y tiens. Et que justement, j'aime bien ce que tu viens de dire, de se remettre en question peut-être un petit peu tous les ans. Enfin, pour moi, c'est un processus de tous les jours. Oui, mais c'est sûr que il y a une sorte de romantisme de rester absolument fidèle à ses fondamentaux. Bon, c'est un peu le sujet de notre podcast aussi, hein, mais c'est ce truc de, mais en fait, c'est dans le mouvement que réside la créativité. Et que si on essaie tout le temps de rester
loyal à une certaine idée, on crève en fait. On n'est plus créatif. Et je trouve que c'est hyper important de démystifier cette idée de loyauté absolue en fait. Après, c'est important en fonction des sujets de savoir où on se veut d'être loyal, mais je pense qu'en termes de créativité notamment, soyez déloyaux quoi. Ça se dit déloyaux, déloyal. Oui, bien sûr, ouais, complètement. Et en fait, moi à l'époque, quand je faisais les arts martiaux, moi j'avais pas capté ce principe de loyauté, déloyauté. J'avais pas le concept en tête. Par contre, je savais que tous les ans, les bases et les fondamentaux qu'on voyait, le grand maître japonais en fait les modifiait. Ah oui. Donc c'était le bordel, parce qu'en fait pendant un an, on avait vu des trucs, on les avait bossés comme des tarés, et puis comme on est un tout petit peu débutant au début, forcément, on est complètement paumé, quoi, parce qu'on se dit c'est comme ça qu'il fallait le faire, et là il nous dit maintenant il faut le faire comme ça. Et en fait on pensait qu'on avait tout compris. Alors, pendant un an on avait taffé le truc, on était devenus des grands maîtres de la petite technique qu'on avait bossé pendant un an. Et puis arrivé en septembre, bang, non, la forme elle a changé, maintenant on fait comme ça. What the fuck? Mais non. Et du coup, je redeviens débutant. Et oui, mais c'est ça le principe. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un cycle. C'est-à-dire qu'on performe une capacité, une connaissance, etc., jusqu'à bien la maîtriser. Et en fait, après, bang, on la remet en question. Et là, on n'avait pas le choix, parce qu'il fallait refaire vraiment les nouvelles formes, parce qu'on étudie une nouvelle école de combat par rapport à celle qu'on avait étudiée l'année d'avant. Donc, il y en avait une, par exemple, c'était une école avec des armures. Donc, tu te déplaces avec des gestes un peu plus lents, un peu plus bourrins, un peu plus posés. Et puis l'année suivante, c'est une école un peu plus chinoise où il faut faire un peu plus style kung-fu, tu vois. Et donc il y a plus de déplacements, plus de rapport à la nature, aux animaux. Et donc en fait les choses changent. Mais en fait tout est lié tout le temps. Et le travail intellectuel aussi, c'est de raccorder en fait ce travail que tu as annuel et de te dire en fait les fondamentaux que je l'ai vus il y a un an, maintenant ils ont évolué, ils sont comme ça, mais l'année prochaine ils vont encore évoluer. Et tout ce que j'ai appris, ça sert à chaque fois à faire ces petits sauts de puce. Oui, tout à fait, oui. Voilà, qui font que, du coup, je m'adapte, je reste flexible, et si je fais à nouveau du reverse engineering, je comprends que tout part des mêmes points. Alors, il faut que tu expliques c'est quoi du reverse engineering pour les personnes qui ne sont pas forcément familières de ce principe, ni du podcast dans Gigi Pizza Creative Pep Talk, parce qu'il en parle tout le temps. Toi aussi, ouais. Donc c'est une évidence, mais c'est quoi le reverse engineering? En fait, c'est quand tu prends un produit fini et que tu le déconstruis pour repartir en arrière et comprendre comment il a été conçu. Donc, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps en tech, en industrie, etc., notamment pour essayer de comprendre et de copier les concurrents ou d'améliorer des technologies, ou de comprendre aussi pourquoi une technologie elle fonctionne et qu'est-ce qui est intéressant. On a le produit fini, on le redécompose et on part en fait une réflexion à l'envers. C'est d'aller peut-être du générique au plus spécifique du coup, c'est voir un petit peu telle boîte, tel artiste fonctionne, et puis après on voit comment on peut éventuellement garder certains éléments qui sont génériques et qui sont superflus, on les vire et on améliore le produit comme ça aussi au fur et à mesure. Voilà, c'est l'idée. Ok, merci pour cette précision. Je t'en prie. En fait, tout ça pour dire que tout ça c'est vivant, c'est évolutif, c'est jamais figé. Et si tous les ans je développe un nouveau style, je peux quand même garder la même voix. C'est ça qui est intéressant créativement parlant. Par exemple, tu vois, si tu es amené à changer de style pour X raisons, parce que c'est une nécessité, c'est quand même toi derrière, c'est quand même ton message, il est toujours là, il est toujours présent. Mais c'est pas parce que tu as changé de style que tu as changé tes fondamentaux, que tu changes tes bases ou que tu remets en question tout ce que tu as créé. Quoi. Puis les petits changements, on les fait, c'est quand même quelque chose qui est souvent conseillé de pas faire des changements drastiques de peur de perdre son audience. Et souvent, des changements qui nous paraissent à nous des big deals le sont pas du tout. Moi, je me souviens quand j'ai commencé, je faisais des traits noirs autour de mes dessins à un moment donné. Pour un client qui m'avait déjà filé du taf par le passé, et je me suis dit, mais en fait, ça va pas du tout, ça va pas du tout lui plaire. Et lui, en fait, il avait pas du tout remarqué, quoi. J'ai dit, attends, j'ai mis des traits noirs autour de mes dessins, alors qu'habituellement, moi, il y a pas de contour à mes dessins. Et il s'en foutait. Je lui ai précisé, il a dit, oh, non, c'est bon, c'est toi, c'est toujours toi, hein, je te reconnais. Oui, parce qu'on a une vision super déformée de ce qu'on fait, de l'impact qu'on a sur les autres. Souvent, un impact, en fait, il est quand même minimisé et c'est pas très grave, quoi. En fait, on est très mauvais juge pour soi-même. Ouais. Alors, je dis pas qu'il faut tout le temps jouer avec les règles, les contourner, etc. C'est pas mon propos. C'est fatigant. Voilà, sinon ça peut être fatigant, et puis ça peut devenir un principe aussi. Ça peut faire chier les autres.
Mais juste parfois de se dire, quand nécessaire, bah oui, j'ai le droit d'être déloyal avec mes principes. C'est pas interdit. Voilà. Et juste ça suffit. Luke Skywalker est devenu un Jedi quand il a désobéi pour la première fois à Yoda. Voilà. Je sais pas. Mais non, mais... Voilà, c'est la fin de l'épisode. Merci beaucoup. Voilà, tout est dans Star Wars. Regardez Star Wars, vous avez compris Sens Créatif. Voilà. Parce qu'on tire beaucoup de nos références de là. On est comme on est. Alors, on se détend, on respire, et de temps en temps, on se dit simplement, vu les règles, on s'en balance. Voilà. C'est pas obligé de s'en balancer tout le temps. Voilà. Mais comment, Jérémy, on s'en balance des règles si on a peur de ne pas être légitime pour le faire? Parce que ça demande de l'audace. Ah oui, c'est vrai. Et l'audace, c'est un ingrédient important. Alors, l'illégitimité, hein, c'est le syndrome de l'imposteur. Bah, on l'aime pas celui-là. Qu'est-ce qui nous énerve? Le sentiment d'imposture, à mon sens, en fait, c'est un faux problème. Ouah, qu'est-ce qu'il raconte? Pour moi, c'est un biais. Déjà parce que tout le monde en parle beaucoup trop. C'est vraiment le sujet. Ah, c'est vrai, c'est une sorte de. C'est un marronnier. Ah ouais, punaise. Tu vas sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, etc. Tout le monde parle du syndrome. C'est un peu un sujet facile, finalement, pour parler de. Alors, ouais, je sais pas. On va peut-être se faire des ennemis, j'en sais rien. Je tente. Pour moi, le syndrome de l'imposteur, même s'il peut arriver à n'importe quelle étape de la carrière, ça reste quand même un problème de débutant. Alors attention, pour moi, c'est pas péjoratif, un débutant. Mais ça reste quand même un problème de débutant, et j'explique pourquoi, en fait. Le syndrome de l'imposteur, c'est une invitation au découragement. C'est une invitation à ne pas y aller. C'est-à-dire que j'ai peur de ne pas être légitime. Et donc, du coup, j'ose pas, je tente pas l'audace de le faire quand même, parce que j'ai peur des retours, j'ai peur d'être ridicule, j'ai peur de me planter, de me casser la gueule, et puis surtout que le fait de me casser la gueule, ça m'empêche d'avancer. Hein, c'est un peu le truc qu'on a en tête. Je pense que tout le monde l'a connu d'une manière ou d'une autre. Et ça peut être extrêmement difficile au départ de surmonter ce syndrome de l'imposteur. Parce qu'en fait, y a cette pression sociétale. On a en soi en fait l'impression que le monde il va nous tomber dessus, qu'on va être jugé, tout ça. Mais en fait, quand on a réussi à le surmonter, et j'entends par là, c'est-à-dire avoir coché les cases, se dire ça y est, je suis arrivé à ce que je voulais mettre en place, je suis reconnu pour ce que je fais, j'ai la validation de mes pairs, et donc du coup, quand on se sent enfin légitime dans le domaine qui nous fait vibrer, en fait, arrive le vrai problème. Parce que le syndrome de l'imposteur, c'est juste l'arbre qui cachait en fait la forêt. Et le vrai problème, en fait, c'est la mise en action du big project. C'est-à-dire que le truc qui nous porte. Une fois qu'on a tous les éléments, qu'on a passé ce problème de légitimité, il faut y aller. Ça y est, les autres, ils ont dit « Ouais, c'est super ce que tu fais, c'est cool. » Il y a des clients qui t'ont rappelé. Il y a tous les... Tu sais, tous les feux sont là ouverts, mais toi, t'es devant ton vide, ton gros vertige en te disant « En fait, ça y est, les gens m'attendent vraiment maintenant. » Là, c'est plus de l'imposture. C'est vraiment showtime. Et là, qu'est-ce qu'on fait, quoi? C'est comme un humoriste qui peut-être fait un ou deux sketchs qui marchent bien sur YouTube et qui doit soudainement confirmer en faisant un spectacle d'une heure. Et c'est ça, surtout, c'est ça moi, c'est ce que je souhaite à tout le monde, évidemment. C'est vraiment ce que je souhaite à tout le monde. C'est-à-dire que, attention, c'est pas une injonction à la réussite, au succès, ce que je suis en train de dire, mais c'est vraiment se dire, ce que je voulais faire, je le fais vraiment. Là, ça y est, je suis vraiment devenu un pro et ça me fait kiffer. Et voilà. Mais maintenant, je l'ai passé un level, j'ai passé un palier, j'ai passé ce fameux plafond de verre que je voulais passer. Et maintenant, je suis de l'autre côté. Et qu'est-ce qui se passe? C'est ça la vraie question, en fait. Il y a Carole dans les commentaires qui dit « Je pense que les gens mélangent syndrome de l'imposteur et les angoisses profondes de l'action. » Et c'est vrai que c'est peut-être le fait de passer de débutant à confirmer. Et là, est-ce que tu es vraiment là on the long term, enfin, genre vraiment pour durer, ou est-ce que c'est juste un trip égotique ou un coup de chance ou... Complètement. De toute façon, le trac, le syndrome de l'imposture, en fait, tu l'auras tout le temps parce que si t'es sujet à ça, ça va être difficile de s'en débarrasser. Mais le fait de passer à l'action, d'y aller, c'est quand même vachement important à un moment. Si on le fait pas, les choses peuvent pas arriver. Ça, c'est un truc, je l'ai expérimenté des dizaines, des centaines de fois. Chaque fois que j'ai pas osé faire quelque chose, forcément, c'est jamais arrivé.
Et chaque fois que j'ai osé faire quelque chose, peut-être que ce qui est arrivé après n'était pas l'idéal ou la perfection, mais c'est arrivé et ça a enchaîné sur des choses intéressantes et qui m'ont fait évoluer. Et en fait, l'élévation, la quête de l'élévation, c'est-à-dire vraiment on avance sur son chemin, mais en même temps aussi on s'élève, on devient un peu plus grand pour ce qu'on veut faire. Bah, ça, c'est quand même super. C'est ça qui remplit au final, même avant la thune ou la reconnaissance, etc. Quoi. C'est se J'aime dire, bien. waouh, je vis vraiment mon projet, quoi, mon rêve. Créatif. J'aime bien cette phrase. Je pense que c'est Richard Rohr, un prêtre américain, qui avait dit un truc du genre que quelqu'un de foncièrement bon qui fait quelque chose de mauvais, ça pourra toujours se réinventer, en fait. Tu peux toujours retomber sur tes pattes quelque part. Si l'énergie, l'intentionnalité de base, il y a quelque chose de voilà, je sais pas le dire autrement, un petit peu de bon, mais que voilà, on se vautre ou qu'on fait même quelque chose de mal, il y a cette manière de pouvoir retomber sur ses pattes et de se réinventer. Que quelqu'un quelque chose de foncièrement mauvais, qui fait quelque chose de bien, ça pue du cul, quoi. C'est pas, il y a pas moyen de rebondir parce que ça sent mauvais à la base, en fait. Et du coup, on a du mal c'est même pas juste du mal à y croire, c'est juste que ça peut pas forcément porter du fruit. Donc du coup, je trouve que ça déculpabilise le fait que on a le droit de se vautrer et de se réinventer. Peut-être que je fais un parallèle un peu poussif, mais c'est ce que tu venais de dire, Laurent. C'est au final que en se mettant en mouvement, parfois on tombe sur des chemins auxquels on n'avait pas prévu, mais ils sont toujours intéressants. En fait, il y a toujours quelque chose. Puis on s'entraîne vraiment. Et du coup, de pas garder justement ces fondamentaux, ces idéaux trop proches, parce que du coup, on se laisse plus surprendre par la vie. Et c'est ça qui est beau, de se laisser surprendre. J'avais pas prévu d'arriver ici, mais c'est pas mal en fait. Et peut-être que ça me correspond plus que l'idée originelle en fait. D'ailleurs, dans un épisode d'Andy récemment, je ne sais plus si c'était lui qui le disait ou un de ses invités, mais qu'en gros, en fait, le fait de poster des images sur les réseaux, en fait, de poster des projets, même s'ils sont pas top, c'est pas super grave en fait, parce que en réalité, si le projet est pas top, il sera pas vu. Donc en fait, il n'y a pas de risque. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas pas être jugé par des centaines de milliers de personnes si tu postes un truc pourri, quoi. C'est-à-dire que ça n'existera, les critiques, que si tu postes un truc qui touche les gens, qui les fait réagir. Donc en fait, il n'y a pas trop de risques finalement à investir ces réseaux, ces plateformes et à tenter des choses. Parce qu'au final, voilà, si ça marche, c'est cool. Si ça marche pas, c'est pas très grave. Il n'y aura pas de retombées trop négatives, quoi. C'est des terrains de jeu, Oui. Et c'est vrai que parfois on se met une pression monstre, mais c'est que les réseaux, quoi. Ouais, vas-y, continue. Alors, je voudrais faire un petit point sur une autre maxime en fait qu'on retrouve souvent, hein, parce qu'il y a évidemment C'est l'épisode de Maxime. Ouais, salut Maxime. Il y a une autre phrase qu'on entend souvent, c'est le fake it until you make it. Et moi, Ouais. le premier, je le dis. Mmh. Moi, le premier, je le dis. Alors, je pense que vous connaissez le concept. En gros, on se met dans le costume jusqu'à ce que ça marche. C'est un petit peu ça l'idée. Moi, je l'ai fait un nombre incalculable de fois. Un client m'appelle, il me dit voilà, il y a ça à faire. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous savez le faire? Je dis aucun problème, ça marche. Le téléphone aussitôt raccroché, et ben je vais regarder comment. Merde, je sais pas comment on fait le truc. Je me renseigne. Je dis oh putain, vache, c'est plus dur que ce que je pensais, mais c'est pas grave. J'ai dit oui, je m'y mets. Ok, ça c'est un petit peu un comportement à risque. Je le fais parce que je me connais, c'est-à-dire que c'est ma nature d'accepter les challenges, j'adore ça. J'ai un esprit intellectuel qui aime relever les challenges au risque de me foirer. Tout le monde n'a pas cet état d'esprit-là. Il y a des gens qui vont vouloir beaucoup plus calculer le pour et le contre, qui vont avoir peut-être une vision aussi un petit peu plus éclairée que la mienne, de pas tout de suite foncer dans le mur, où il y en a tout simplement qui vont dire je ne sais pas le faire, mais je veux bien le faire, expliquez-moi et peut-être qu'on peut trouver un terrain d'entente. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris à faire maintenant. C'est-à-dire que maintenant, quand on me demande quelque chose que je ne sais pas faire, j'ai envie de le faire, mais je leur dis je ne sais pas le faire, attention. Et là, c'est assez rigolo parce qu'il se crée une nouvelle connexion où
où la personne entre en état de confiance, en fait, parce qu'en fait, on discute des possibilités. Et c'est beaucoup moins risqué parce que si je fais quelque chose que je ne sais pas faire et que je me plante, le retour du client va être violent. Ça va pas aller parce qu'il va me dire, mais vous m'aviez dit que vous saviez le faire. Ouais. Alors que si je dis dès le début, bah en fait, no big deal, je sais pas le faire, mais allons-y, quoi. Ça peut être super bien, on peut apprendre, ça n'a pas l'air quand même très compliqué. Bah là, on est dans un terrain de confiance et on avance ensemble, et mine de rien, bah, ça peut faire des très beaux projets. Voilà. Je sais pas si toi ça t'arrive, Jérémy, de dire ok, partons là-dessus. Peut-être qu'avec les podcasts, c'est aussi un petit peu ce que tu as fait en disant bah go, c'est vraiment ce que je veux faire, donc je sais le faire, et puis bah du coup tu apprends quand même au fur et à mesure avec le matériel, avec les problématiques. Je dirais que le craft du podcast, c'est je fais plus ou moins des podcasts de la même manière depuis 5 ans. Donc ma structure, même si évidemment elle a évolué, mais grosso merdo, elle est la même depuis les débuts de Sens Créatif et même sur mes nouveaux podcasts. Mais la prise de risque, elle est toujours dans la prise de son, en fait. Et c'est ça qui m'excite, en fait. C'est que je ne sais jamais à l'avance ce qui va se passer. Et moi, qui ai plutôt une tendance contrôlante, ben, le fait d'appuyer tout le temps. Voilà, c'est ça. Le fait d'appuyer sur enregistrer. Hop. Donc, du coup, c'est ma petite adrénaline à moi. Et... Je viens de vérifier à l'instant si on avait bien appuyé sur enregistrement. Mais c'est bon. C'est bon. Non, mais c'est vrai, c'est des petites angoisses comme ça, mais mine de rien, ça te gâche tout ton boulot si tu les as foirés, quoi. Tout à fait. Alors, moi, je vais revenir donc au fake it until you make it. Évidemment, c'est bien pour sortir d'une situation ponctuelle de le faire. C'est intéressant de se le dire là. Mais si on en fait un way of life, si on est tout le temps en train de faire du fake it until you make it, on va forcément aller un petit peu droit dans le mur, parce que à la base, l'idée c'est de make it à un moment donné, hein. C'est ça, exactement, parce qu'à la base c'est pour contrer le syndrome de l'imposteur qu'on se met dans cette posture là. Donc pour moi, il faudrait pas le voir à long terme, parce que je pense que c'est un petit peu trop risqué. En fait, d'ailleurs, c'est ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas de honte à dire je sais pas le faire. Voilà, on revient à ça, c'est le principe. D'ailleurs, si on fait semblant pour faire de la merde, ça n'a strictement aucun intérêt. Et il n'y a pas de honte non plus à poser des questions. Voilà. Est-ce que c'est le syndrome de la peur de déranger les autres? Ah oui, c'est important ça. Ouais. Donc, fake it until you make it, ok, pour booster l'action, ni plus ni moins. Mais une fois le syndrome de l'imposteur dépassé, en fait, passer à l'action, c'est la vraie problématique. Tu vois, on retombe à nouveau là-dessus. Il ne s'agit plus de faire semblant. Il ne faut pas non plus s'enfermer dans la spirale de l'imposteur. Parce que si tu fais du fake it until you make it tout le temps, tu deviens un imposteur. C'est quand même un putain de cercle vicieux, quoi. Et ça, c'est nul, ok? C'est pas bien. Et donc, il faut se donner les moyens d'eux. Donc, à chaque fois qu'on fait ça, c'est pour apprendre, c'est pour progresser, c'est pour devenir meilleur dans ce qu'on fait. D'ailleurs, cette semaine, j'ai vu un data visuel de Janice Ozolins. Donc, je pense que certains d'entre vous le suivent sur les réseaux. Et il m'a fait découvrir une démarche assez intéressante qui est prônée par Naval Ravikant. Donc, c'est un investisseur indo-américain, entrepreneur assez célèbre à succès. Et lui, il a dit une chose qui est intéressante. Become the best in the world at what you do. Keep redefining what you do until this is true. Donc, je le fais en français avec moins mon accent pourri. Devenez le meilleur au monde dans ce que vous faites et ne cessez de redéfinir ce que vous faites jusqu'à ce que ça soit vrai. Elle est assez complexe, cette phrase-là, parce qu'on pourrait la prendre comme une injonction à être le meilleur, à écraser les autres, etc. Mais il y a une nuance derrière ça, c'est la deuxième phrase. C'est-à-dire que la deuxième phrase, elle nous invite à toujours repenser ce qu'on a fait pour arriver à cet idéal. En fait, c'est tendre vers. C'est pas du tout réussir être successful dans cette recherche-là, mais c'est tendre vers cette excellence. Oui. Et ça, je crois que c'est quand même une des clés de la réussite et du succès, même si ça peut être un succès humble, une réussite modeste. Pour y arriver, il faut se mettre en action, il faut se mettre dans le costume et aller vers le fait que, en fait, quand un client t'appelle, c'est qu'il considère que tu es le meilleur au moment où il t'appelle pour résoudre sa commande, sa problématique, etc. Donc, il faut se mettre dans cette peau de professionnel. Mais l'humanité raconte la même chose depuis la nuit des temps, quoi. C'est tendre vers, c'est le mouvement, c'est le chemin, c'est
c'est pas la destination qui compte, c'est le voyage, c'est tous les mythes, toutes les formules d'entrepreneuriat, c'est l'élévation, encore. En fait, grosso modo, c'est juste de pas se scléroser soit on en se mode flagelle, non, moi je peux pas, c'est pas pour moi. soit on se flagelle, soit on s'élève. Oui, ou de se complaire dans la posture du c'est bon, je suis arrivé, je suis le meilleur, j'ai tout compris. Alors qu'en fait, c'est juste de rester dans cette posture d'humilité et en même temps d'audace, de je tends vers, je suis en mouvement. Et tant qu'on est en mouvement, on se tue tout le temps à dire la même chose, mais c'est bon quoi. C'est genre on se fait des muscles, on bouge, on se laisse surprendre. Voilà, c'est tout quoi. Et puis c'est ça qui est génial avec l'analogie des arts martiaux, le fait de quand tu es arrivé à la maîtrise, tu redeviens débutant en fait de tes études en fait. Et ça c'est fabuleux. Quand tu es arrivé ceinture noire, tu redeviens ceinture blanche. Parce que tu remets en question évidemment une ceinture blanche de très grande qualité, mais quand même, c'est se remettre toujours dans cette peau de l'éternel étudiant qui a soif de connaissances et puis de progresser, voilà. Jamais rester statique et toujours se mettre en mouvement. C'est tellement plus fun aussi d'être dans cette posture parce que tout est possible, que si tu te mets en mode sachant, alors tu peux être sachant et partager, oui, c'est aussi une belle chose. Le stade ultime de mais il faudrait se mettre en posture de sachant qui continue toujours de tendre vers, si on passe par cette étape-là. Mais en tout cas, de pas camper sur ses positions. Quand on est en posture d'étudiant, tout peut se passer, quoi. C'est excitant. Alors, comment on fait pour se mettre en mouvement tout en faisant n'importe quoi ? Pour ça, j'ai choisi 4 tactiques qui me semblent assez intéressantes. Alors, on va parler de la force des habitudes, de l'ouverture au changement, du reversible thinking, là, il est pas mal, et de passer à l'action. C'est mon préféré. Voilà. De passer à l'action. Ah, ok. Passage à l'action. Passage à l'acte. Alors, est-ce que vous remettez suffisamment en question vos habitudes ? Ça, c'est première question qu'il faut se poser. Einstein a dit « La folie, c'est de reproduire encore et encore la même chose et de s'attendre à des résultats différents. » C'est lui qui l'a dit. Donc, en partant du principe « To change the outcome, change the process », ça j'en ai déjà parlé maintes fois sur le boxon et sur Sens Créatif, il est nécessaire de modifier son processus créatif, donc ses vieilles habitudes et ses vieilles routines, pour se donner la chance d'obtenir des résultats différents. Il faut se créer de nouvelles habitudes et s'entraîner. Alors c'est fastidieux évidemment au départ, voire même complètement déroutant, mais ça peut faire un bien fou sur le long terme. Et de tous ceux qui l'ont fait, tous ceux qui ont testé cette méthode-là, moi je l'ai fait aussi sur certains principes, c'est extrêmement puissant. Quand on se crée de nouvelles habitudes, on change complètement sa façon d'y arriver, sa façon de faire les choses, sa façon d'être créatif. Et sa façon de mieux gérer aussi ses journées. Ce qui est pas facile avec ce que tu viens de dire, c'est que pour beaucoup d'entre nous, on passe peut-être de très nombreuses années, je sais pas, voire une décennie éventuellement à parfaire, prenons un style ou une proposition. Et ça prend du temps de maîtriser finalement, de mettre en place des habitudes, une méthodologie, une approche. Pour s'entendre dire en fait non, faut constamment la revoir quoi. Et non mais j'entends mais je sais que c'est pas simple pour beaucoup. Non mais pourquoi faut la revoir? Et là la réponse je l'ai quoi. Pourquoi faut la revoir? Parce qu'en fait ces vieilles habitudes là, elles ont été nourries de choses qui sont passées et souvent périmées. Et le monde lui change à côté. Et si on n'est pas capable ça c'est le sujet suivant, si on n'est pas capable d'embrasser le changement, les vieilles habitudes deviennent des freins, deviennent des boulets, parce qu'en fait, on les a pas remises au goût du jour, on les a pas updatées et on les a pas upgradées. L'idée, c'est pas forcément de changer toutes ces habitudes. C'est encore une fois, c'est de faire le tri. Quelles sont les habitudes qui me tirent vers le bas? Quelles sont les habitudes qui me portent? Les habitudes qui me tirent vers le bas, sincèrement, il faut que je les arrête, parce que je vais continuer à faire de la merde. Mais c'est pas simple parfois de les débunker aussi. C'est-à-dire que parfois, on fait des choses pensant qu'elles sont bonnes, mais en fait, elle nous tire vers le bas et se demande une sorte de franche honnêteté un peu brutale de se dire. Avec des personnes de confiance aussi. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, je sais pas, dans un domaine précis, on va te dire, voilà, pour être un bon illustrateur, illustratrice, il faut faire ci comme ça, il faut être, je sais pas, je dis une bêtise, il faut être sur les réseaux, non. Et ça se trouve, en fait, pour prendre cet exemple-là, c'est peut-être pas fait pour tout le monde, en fait. Et donc, du coup, de s'autoriser à justement faire des entorses
aux règles et d'enlever de son équation peut-être des choses qui ne nous correspondent pas, même si on nous a dit que c'était la chose à faire. Et c'est pas toujours simple de discerner ce qui est bon de ce qui est moins bon. Bon. Ouais, complètement. Alors, le changement, c'est maintenant. Les politiques nous l'ont dit. Est-ce que vous donnez suffisamment de chance au changement? Donc ça, c'est la deuxième question à se poser. Alors là, je suis allé lire en fait des articles qu'un de mes anciens sensei a rédigé. Il a vraiment une grande expérience du Budo. Pour le coup, il a beaucoup étudié, maintes fois au Japon, etc. Et il a notamment fait un article sur le changement que je trouve vraiment très intéressant. En gros, ce qu'il dit, c'est que la plupart d'entre nous au sein d'une société, en fait, on suit inconsciemment les normes. C'est ce qu'on est amené à faire, parce que c'est le statu quo qui nous impose d'eux, etc. Revoir les anciens boxons, blablabla. Et c'est surtout parce qu'on voit le changement comme une chose difficile, voire douloureuse, et que ça apporte non seulement du stress, mais aussi des risques. Alors, tout est fait pour que le changement, ça foute les boules, quoi, en gros. Seulement, voilà, c'est en prenant des risques qu'on va de l'avant. Donc, encore une fois, le truc qui nous fait peur, qui nous donne la boule au ventre, c'est peut-être le truc qu'on doit écouter. Ça, tu vois, on l'a déjà dit aussi. Et c'est pas facile, parce que ce qui nous le ventre, en fait, on a juste une envie, c'est que ça disparaisse. Mais ça revient, c'est toujours là, c'est toujours présent. Et peut-être que c'est la petite chose à écouter. Donc si on va de l'avant, en fait, c'est parce que chaque individu est unique. En fait, suivre le comportement ou l'exacte même méthodologie d'une autre personne, ça va amener nulle part. Notre unicité, notre singularité, c'est que on va faire les choses différemment, quoi qu'il arrive, et ce qui était adapté à une autre personne n'est pas forcément pour nous. Par contre, on peut étudier la réussite, le succès des autres, et tirer en fait des conclusions pour soi-même et voir un petit peu comment évoluer et tout ça, quoi. Le changement, en fait, c'est une chance qui nous est offerte par l'expérimentation. C'est-à-dire que tant qu'on ne tente pas, tant qu'on reste finalement dans l'inertie, ça ne peut pas arriver. Essayer quelque chose de nouveau donne toujours une chance d'évoluer. L'évolution, c'est donc le résultat de l'expérience, et le changement, il profite souvent à nous-mêmes, mais aussi aux autres. On est dans une communication, on est dans des énergies aussi qui circulent quand on communique. Et de toute façon, revenir à ses anciennes habitudes, c'est facile, puisqu'on les connaît. Donc si on a fait une erreur, on peut revenir aux anciennes habitudes. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de grands risques à aller vers le changement. C'est une peur qu'on a, et la peur, faut la virer pour pouvoir tester. Et le changement, c'est l'essence même de la vie, évidemment, puisque la nature, elle est sans arrêt dans le changement, dans l'adaptation. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il n'y a aucun risque à changer son comportement. Il n'y a quasiment que des avantages. La peur est plus grande que le vrai risque du changement final. C'est ça l'ennemi à abattre. Ah oui, complètement. D'ailleurs, il nous dit aussi que... Ou à épouser. De l'intégrer plutôt que de la zigouiller. Ouais. C'est ça, complètement. Alors, il nous dit aussi en fait qu'au Japon, il y a plein de mots qui existent pour désigner le changement, justement. Il y en a notamment deux. Il y a kawaru, ça signifie être transformé. Donc c'est pas mal parce que ça rajoute aussi une dose au changement. C'est le changement, c'est pas juste on passe d'un état à l'autre, c'est qu'on se transforme aussi. Il y a cette histoire de la chrysalide, de la chenille qui devient papillon. Et il y a aussi le mot enka. Enka est encore plus intéressant, parce qu'il signifie à la fois variation ou variante. Donc, par exemple, une technique de combat, on va dire que c'est le enka de quelque chose. Mais ça signifie aussi changement, et ça veut dire à la fois le début et la fin du changement. Enka, en fait, il signifie l'entièreté du processus du changement. C'est pas seulement un moment où on change. C'est le moment, en fait, où on prend la décision, le moment où on s'habitue au changement, et quand le changement nous a transformés. Voilà, ce mot-là veut dire un petit peu tout ça. Donc, est-ce que vous vous donnez suffisamment l'opportunité, la chance de vous transformer? Voilà, ça c'est aussi une question à se poser qui peut devenir une bonne tactique. Vous avez 1 heure. Vous avez toute votre vie. Hein. Alors, est-ce qu'on se donne suffisamment les moyens de penser autrement? On est à quel point là? Ah, on est à l'avant-dernier point. Ok. Donc on est pas mal. Alors là, je vais parler de la pensée réversible. La pensée réversible, donc reversible thinking, c'est la capacité des gens à raisonner dans des directions différentes. C'est la capacité à voir les choses d'un certain point de vue, mais également d'un point de vue opposé. Donc
Donc c'est une histoire d'empathie, évidemment. C'est la capacité en fait qui nous aide à résoudre des problèmes complexes et à voir toutes les positions sur le spectre entre les deux opposés. Yin et yang. Alors, une petite précision. Il vaut mieux dire yin-yang que yin et yang. Parce que quand on dit yin et yang, on les oppose. Alors qu'en fait, yin-yang est un concept évidemment soudé. Et l'un est l'envers de l'autre, l'autre est l'endroit de l'autre, etc. C'est quand même vachement important. Donc, en fait, c'est une sorte de réflexion qui élargit votre perspective de manière plus logique et directe, grâce justement à la réversibilité. Donc, quand on pense quelque chose, on se dit, tiens, qu'est-ce que c'est l'opposé de ce que je suis en train de penser? Ok. Et comment je résous l'équation et finalement, c'est quoi la meilleure des deux idées? Où est-ce que les deux idées peuvent fonctionner ensemble? Ça demande justement le fait de sortir de la peur et de pas rester dans sa chambre à écho ou dans son système de compréhension, de croyance, de valeurs ou que sais-je, et justement, on s'enrichit de la pluralité de points de vue pour pouvoir avancer au final. C'est ça. Donc quand on fait n'importe quoi, on peut se poser la question de comment quelqu'un ferait pas n'importe quoi. Oui, et inversement. Ouais. C'est intéressant aussi de se dire, tiens, je pense que mon truc il est hyper solide, mais si quelqu'un faisait n'importe quoi, il ferait comment? Je devrais avoir un petit bracelet. What would Laurent Bazar do? Ah bah oui, mais moi, c'est vrai que souvent, je me dis, bah tiens, Jérémy ferait comment? Voilà. C'est vrai, tu te dis ça? Ah ouais, et tu te dis quoi alors? Bah tu vois, ne serait-ce que par exemple pour tout ce qui est la création de contenu, le podcast et compagnie, bah j'ai pas une expérience comme la tienne, et donc du coup, bah je profite aussi de ton expérience. Donc je réfléchis, tiens, Jérémy, avec sa logique organisationnelle, comment il gérait? Et bah moi, ça m'aide aussi à faire un peu moins de chaos, à mieux m'organiser. Et puis même si ça reste quand même vachement du chaos, bah, je le fais mieux, voilà. Ouais. Moi, je pense que j'ai un petit Laurent Bazar sur mon épaule qui me dit c'est pas grave. Voilà, c'est pas no big deal. Voilà, donc en fait, pour résumer, la transformation commence quand on accepte en fait que d'autres puissent avoir raison. Ça c'est chaud. Parce que alors là, moi, dans le genre j'ai raison, ferme ta gueule, je suis pas mal. Et ça m'a souvent joué évidemment des mauvais tours. Et c'est aussi ce qui fait que je fais n'importe quoi. En plus, tu le sais ça. Bah oui. Ouais. Je le sais. Et voilà, donc j'essaye vraiment le plus souvent possible de me dire arrête de penser que tu as raison et essaye d'écouter la logique des autres et d'estimer si vraiment tu as vraiment raison ou si c'est les autres qui ont raison. Et dans ce cas-là, bah, tu rectifies et puis il n'y a pas de honte à tête gaufrée, puis tu le dis, bah ok, j'avais tort, vous avez raison. Et c'est cool parce que le projet est bien meilleur comme ça. Voilà, tout simplement. Bon, évidemment, ça nous rend plus tolérants et nuancés. Ça fait pas de mal. Et voilà, c'est une autre tactique aussi quand on fait n'importe quoi. Et la dernière tactique que je voulais aborder, c'est la tactique de donner la chance à l'audace. Donc ça, c'est un sujet qui nous est très cher pour la quête. C'est quelque chose qu'on va aborder lors de la formation de la quête. L'audace, c'est le fait d'oser. Passer à l'action. Alors c'est vraiment de loin ma tactique préférée, parce que je pense que c'est celle qui m'a le plus souvent amené le plus loin possible. C'est-à-dire que chaque fois que j'ai pas réfléchi et que j'ai dit, allez, j'ai pas tous les éléments, mais je le fais quand même, je me suis rarement planté. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il faudrait un minimum de données pour savoir quand même plus ou moins là où on met les pieds, et puis après, et puis c'est showtime quoi. Vas-y, tu verras. Et puis comme je reprends la métaphore de l'humoriste qui du coup qui se dit tiens, je tiens un bon truc, il prépare un peu sa blague quand même, il y va, il la teste et puis après il la corrige as he go. Les gens font la gueule ou s'ils rigolent, du coup il change son texte et voilà. Et ça devient que de crafter parfaitement a priori. Ça devient un super sketch que tu vois à la téloche après, mais tu t'imagines pas tout le parcours que l'humoriste fait. Et du coup, voilà, il faut avoir l'audace de se pointer dans un comédie club et de se prendre des gros vents alors elle est vraiment, vraiment pas drôle cette blague que t'as cru vraiment hilarante en privé, mais vraiment c'est nul à chier. Et ça demande vraiment une audace en fait. C'est pas forcément l'idée qui est mauvaise, c'est la façon dont tu la racontes, le timing. Oui, c'est vachement important ce que tu dis là, parce que parfois on pourrait avoir tendance à se dire tiens, allez vas-y, je suis audacieuse, j'y vais, je tente le truc. Et ça prend pas, et on se dit, bon, c'était une idée de merde. En fait, non. Peut-être que c'est une histoire de timing. Peut-être c'est une histoire d'intonation, de public. Peut-être que c'était pas le bon public. Peut-être que c'était pas, en fait, il peut y avoir si au fond de toi, tu sais que c'est une idée de merde.
Voilà. Mais que si c'est bon, faut peut-être le raffiner pour pouvoir l'offrir au monde au meilleur moment, quoi, et de pas se décourager trop vite non plus, de tenir à ce qui nous est important quand même, quoi. C'est ça. Bah, du coup, voilà, c'est ça. C'est pas trop calculé. Laisser la place aux méthodes empiriques. On tente, on observe, on corrige le tir. C'est ce qu'on vient de dire avec l'analogie avec les humoristes. Et ça part du principe que l'inertie, c'est la mort. Alors, j'exagère un petit peu, hein, c'est une image. Mais c'est se mettre en mouvement qui est la clé à pas mal d'impasses. Parce que, voilà, on avance, on bouge et on reste pas comme ça, statique. Et si on reste statique, il se passe rien. Les choses, elles vont pas arriver. Dans l'absolu, c'est la mort aussi, hein. Si tu ne bouges pas, tes muscles s'atrophient. Donc bon. Voilà, hein, si on prend vraiment voilà, d'un point de vue philosophique très conceptuel, c'est ça, exactement. Et physique. Et physique, oui. Non, Si tu bouges pas, si tu bouges pas, tu meurs. Ouais, exactement. Donc rien que de sortir pour aller se balader quand on a la tête, quand ça nous prend la tête, bah, c'est déjà un super move. Hein, on l'a dit aussi souvent, c'est les balades, le fait d'aller discuter avec des gens, de sortir un petit peu de son boulot. C'est ce qui fait qu'en fait les idées, la créativité, elle peut revenir. Sinon on l'épuise et il faut bien la recharger quelque part. Hein. C'est comme une énergie qui est vite bouffée et qu'on peut aussi vite remettre en action en se redonnant de la joie et puis en déconnectant tout simplement, quoi. C'est plus facile que ça en a l'air en fait au final. D'aller s'aérer l'esprit, écouter un podcast. Là pour le coup, c'est pas du pipeau, c'est pas compliqué, quoi. C'est pas compliqué, ça fait du bien. Moi je sais que voilà, pour le coup j'en ai fait une habitude, c'est-à-dire que tous les mercredis, j'emmène mon fils au solfège et ensuite il a un cours un peu plus tard en début d'après-midi de sound painting. Bref, je raconte ma vie. Mais en gros entre les deux, moi je me retrouve dans le bois de Vincennes et en général c'est un moment que j'utilise pour me balader, écouter des podcasts, notamment un DJ Pizza. C'est mon petit rendez-vous et ça m'éclate. C'est-à-dire que je passe peut-être 1h30 comme ça en forêt, écouter un podcast et c'est hyper cool. Et ensuite je vais chercher mon fils, on mange dans le bois, on mange notre petit sandwich. Je le ramène au conservatoire et quand je reviens, mais j'ai une pêche d'enfer parce que ça m'a complètement vidé et requinqué et relancé et je peux à nouveau attaquer la suite de la semaine sans problème. T'as ritualisé quelque part. J'ai ritualisé, exactement, c'est ça. Et c'est donc une nouvelle habitude, puisqu'avant, je ne le faisais pas. C'est-à-dire que quand j'en ressentais le besoin, j'allais me balader. Alors que là, maintenant, systématiquement, je le fais. Donc ça devient peut-être une routine, mais les routines sont rassurantes, les routines font du bien. Et dans ma routine, qui a un cadre, bah, je laisse de la liberté, parce qu'en fait, le temps, il évolue. Donc, en fait, si je fais ça vraiment toute l'année, je vais voir les saisons évoluer dans le bois. Là, c'est l'automne, en ce moment, c'est magnifique. Le paysage, les couleurs changent tout le temps. Du coup, ça me permet d'en parler aussi avec mon fils après. On a des petits débats philosophiques sur la couleur, sur la nature. C'est vraiment très sympa. Et ça nourrit à mort mon imaginaire, mon envie de créer. Voilà. Donc, c'est une tactique qui peut être très cool. Voilà. Et des idées pour les boxons créatifs, notamment. Exactement. Bah, celui en cours, je l'ai un peu bossé dans le bois. Donc, les solutions, je le dis, elles viennent en faisant. Voilà, il faut s'y mettre, il faut savoir oser s'y mettre et avoir l'audace d'aller là où on n'a pas l'habitude d'aller. Voilà. Voilà pour les tactiques. All right. T'as d'autres tactiques, toi? Non, enfin, je pense que je suis vraiment dans une période de vie où, en fait, T'acceptes? Ça va paraître cuculaprine ce que je vais dire, mais j'adore ma vie en ce moment. Et en fait, en même temps, j'ai déjà dit ça par le passé, mais là, c'est encore plus vrai. J'ai zéro espace vraiment pour penser. Et je sais qu'étant quelqu'un de relativement cérébral, je ne suis le plus heureux que quand je suis vraiment en mouvement constant et que je réfléchis pas trop et que je suis vraiment dans le faire. Puis de temps en temps, il y a la machine, enfin, on n'est pas des machines, mais qui me dit « Oh là, mollo, t'as besoin d'une petite crève à droite à gauche qui te rappelle que tu peux pas constamment fonctionner sans carburant, ou du moins que t'as besoin de refaire le plein. » Mais dans l'ensemble, juste être en mouvement, c'est juste... Mais après, comme tu l'as dit, enfin, j'allais dire, c'est juste magnifique, mais après, voilà, ça fait... il y a toutes ces années, je sais pas, moi, ça fait 12 ans que je bosse. Il faut aller le chercher. Voilà, une dizaine d'années en tant qu'illustrateur, 4 années en tant que podcasteur. C'est sûr qu'au fur et à mesure, 4-5 ans, au fur et à mesure des années, et que tu épingles de l'expérience et de la reconnaissance et une forme de légitimité, ça se
c'est peut-être plus facile quand même malgré tout de se mettre en mouvement. C'est normal. Parce que tu sais que tu peux t'appuyer sur tes acquis et sur. Et c'est aussi une manière de dire, ne vous inquiétez pas si vous êtes au début de votre carrière, de votre activité créative. C'est que ça prend du temps, ça prend des années, ça prend des erreurs, des plantages, etc. Mais si vous avez foi en ce que vous faites, et moi je reviens vraiment sur l'histoire d'avoir foi en son processus créatif, c'est qu'on peut aller loin, c'est possible. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand on abandonne, parce qu'on n'y croit plus, que les choses deviennent impossibles et s'arrêtent, quoi. Oui. Et pour reprendre aussi un tout petit peu oui. Et non, bref, je vais pas les parler. Vas-y, continue. Ok, d'accord, tu veux pas les parler. Ça marche. En tout cas, ce que je veux te dire, c'est si vous avez l'impression de faire n'importe quoi, d'être complètement désorganisé comme je le suis, c'est pas grave. Vous pouvez quand même vous en sortir. Vous pouvez mettre en place des tactiques qui vous correspondent. Moi, j'ai donné des exemples. Je vous recommande de les tester, mais si vous en avez d'autres, c'est hyper cool. Partagez-les aussi sur le Discord, notamment si vous faites partie du Paddle Club ou du Discord Sens Créatif. Partagez ces idées-là. Je pense qu'on peut vraiment s'en sortir sans être méga organisé. On peut planifier sans être un général qui fait des plans de bataille tout le temps. On peut vraiment y arriver. Voilà. Et pour donner un exemple, c'est ce que je voulais dire il y a une minute, mais finalement, je vais quand même le dire. C'est voilà, pour moi, en faisant en cours de route, ce truc du podcasting qui s'est un peu révélé à moi, et en fait, je pouvais pas être partout en même temps. Et en décembre 2022, je me suis vraiment dit, bon, 2023, c'est l'année où je m'y consacre à 100%. Et j'ai vraiment j'ai fait un choix. T'as lâché quelque chose. Voilà. Et c'était une prise de risque. Et en réalité, même financièrement, les premiers mois de 2023 s'en sont sentis impactés. C'était pas un choix facile à faire. J'ai 2 enfants, j'ai vraiment des charges et tout. Et je me suis dit, mais si je fais pas ce saut, si je me court-circuite pas, j'étais tombé trop justement dans mes petites habitudes. Et je me suis dit, alors c'est chouette ce que je fais avec Sens Créatif et tout, mais si je veux développer ces autres sujets et que je veux vraiment aller dans ce chemin d'intervieweur, de podcasteur et de développer ce craft et tous ces autres sujets, en fait, je vais être obligé à un moment donné de faire un choix. Et aujourd'hui, je regrette absolument pas le fait que je dise de manière un petit peu la bouche en cœur, là, il y a quelques minutes, que je kiffe ma vie aujourd'hui. Mais il y a aussi eu ce truc on en a déjà parlé aussi sur ton épisode Sens Créatif, l'épisode 22 de Souvenirs, que quand on choisit ses propres contraintes, on les subit pas, en fait. Et donc, du coup, j'ai fait ce choix de mettre sur pause ma carrière d'illustrateur et de quasi plus faire de commandes, en me disant, bon, j'ai suffisamment foi et de matière pour aller sur ce chemin, ce nouveau chemin, qui est déjà entamé en quelque sorte, mais je savais pas où ça allait me mener. Je sais plus où je voulais en venir. Moi, je peux enchaîner si tu veux. Vas-y, on a discuté avec Jérémy, évidemment, tous les ans, on se pose la question, est-ce qu'on continue Sens Créatif ou pas? Est-ce que c'est viable? Est-ce qu'on a le temps de le faire? Etc., etc. Et en réalité, la question se l'était posée évidemment avant la 5e saison, et on se la pose aussi avant la 6e saison. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous les ans, nos fondamentaux, nos principes sont remis en question. Et toi, Jérémy, là, il était clair que si tu donnais pas du temps, et si tu te consacrais pas à tes nouveaux projets, jamais tu pourrais y arriver. Parce que tu peux pas concilier 15 000 projets en même temps. Choisir, c'est renoncer, donc il faut renoncer à des choses. Donc renoncer à Sens Créatif a été quelque chose de très concret. Et donc du coup, on en a parlé ensemble, tu as pris ta décision et tu as assumé tes choix. Et du coup, tu as réussi à y arriver. C'est-à-dire qu'on s'est adapté à ça. Et moi, j'ai choisi aussi la possibilité que Sens Créatif s'arrête. Et ce qui est très très intéressant, c'est qu'à l'heure actuelle, parce qu'on ne vous spoile rien du tout, on ne vous dit pas, mais notre réflexion, elle n'est pas du tout arrêtée. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a chacun de notre côté, on a fait nos avancées, on a bossé, on a taffé, on a découvert des choses qui font qu'à l'heure actuelle, on est absolument incertain de dire est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête Sens Créatif. Et ça, je trouve ça génial. On est dans un
on est dans un magma, en fait, on n'a pas les réponses, mais en tout cas, on n'est plus dans le magma, on se disait, on doit l'arrêter parce que c'est too much. Oui, on est en mouvement, quoi. On est en mouvement. Donc c'est cool, ça vous laisse un putain de... Gros suspense. Pour les prochains épisodes. Mais en fait, sachez que simplement, nous, on est hyper motive et en fait, c'est parce qu'on se donne les moyens d'eux et parce qu'on arrive à faire des choix et à renoncer à des choses que des fois, les possibilités, elles reviennent plus tard. C'est ça qui est assez incroyable et que je trouve extrêmement intéressant. Et c'est pour ça que je ne ferai pas mon dernier chapitre en fait sur les RPG parce que ça va être complètement à côté de la plaque par rapport à ce qu'on est en train de faire. C'est pour un futur épisode. Exactement. Donc en fait, du coup, le dernier chapitre, c'est cette petite discussion-là qui est très intéressante. C'est de se dire que, en fait, quand on a l'impression que c'est le chaos total, la perturbation complète, et que les choses, elles arrivent à une fin, et peut-être que des fois, c'est bien de l'écouter. Se dire, de pas forcer les choses, et de se dire, ok, no big deal. L'univers, il nous envoie les messages, il nous dit, attention les cocos. Il y a des choses, c'est too much. Il y a des choses, il faut faire des choix. Il faut aller à droite, à gauche, au milieu, derrière vous, etc. Regardez un petit peu et embrasser cette idée-là. Quoi. Voilà. Au final, c'est on le fait, il se passe quelques mois et on a des nouvelles idées. Ne pas avoir peur qu'une idée, quelque chose meure pour renaître différemment, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, complètement. Pour qu'un arbre pousse, il faut qu'une graine meure en terre. Donc voilà, non, mais je trouvais vraiment super intéressant de terminer là-dessus. Je savais pas que tu allais aller vers ça. Mais moi, du coup, je suis allé vers ça aussi. Moi non plus, je ne savais pas. Mais c'est juste quelque part de se dire que se court-circuiter volontairement, parfois, ça fait évidemment peur, mais c'est parfois peut-être le meilleur des choix que d'attendre que la vie finalement nous envoie à notre place et qu'on se retrouve à subir des circonstances dégoûté, quoi. Ouais. Parfois difficiles que la vie peut nous envoyer pour nous faire comprendre certains messages, que si finalement on saisit les messages et qu'on se dit bon, peut-être que en fait c'est responsabilisant, c'est de se dire bon, de moi-même je vais opérer ce changement plutôt que de devoir vivre une situation douloureuse. Et je sais que je parle de manière un peu abstraite, un peu philosophique. On n'a pas le temps d'aller dans les spécificités, mais finalement, ce sera un peu le mot de la fin. C'est de la responsabilisation en fait. C'est de devenir acteur de sa propre histoire et de choisir ses propres contraintes et quelque part d'être indulgent avec soi-même quand on se dit je suis peut-être un peu nimp là, c'est pas grave, c'est peut-être justement ça qui est trop marrant, c'est en fait quand tu gagnes tellement quelque part en expérience, en légitimité et que tu te dis là je peux me faire suffisamment confiance que c'est pas la fin du monde si je fais un peu nimp, notamment quand les circonstances de vie font que c'est peut-être un peu bordélique, un peu compliqué. Il y a peut-être pas mort d'homme à la fin et peut-être que parfois on peut vite paniquer, moi le premier. Et que it's okay, quoi. Tout va bien se passer. C'est un peu bateau comme fin, mais enfin, le côté tout va bien se passer. Mais il faut arriver à beaucoup, quelque part, intégrer tous ces concepts parfois un peu nuancés, compliqués, qui sont pas binaires, pour en arriver à, en fait, ça va aller. Bon, plus difficile à faire qu'à dire, hein, mais... Ah oui, mais bon, c'est le fait justement d'y aller, de passer à l'action qui justifie tout ça. Et même si on a l'impression de faire nimp, de faire nawak, au final, tant qu'on a finalement l'intelligence d'étudier pourquoi on le fait, pourquoi on est arrivé là, pourquoi les choses se passent de telle manière, pourquoi les moments ils nous envoient ces émotions, en fait on apprend vachement et on peut orienter, quoi, et puis faire pivote comme dans Friends avec le canapé, on peut vraiment orienter et pivoter nos propres choix, etc. Et c'est comme ça qu'on va vraiment de l'avant, quoi. Voilà. C'était le 7e épisode du Boxon Créatif intitulé La stratégie du n'importe quoi. Je trouve que c'est un des meilleurs titres quand même du Boxon Créatif. Ça, franchement, on pourrait le mettre sur un t-shirt. Et ce chat est tellement merveilleux. Top. Merci Laurent. C'était très très cool. Merci pour le ping-pong. Yes.
Et juste avant qu'on se quitte, si vous avez des petits retours à faire, faites-le dans le chat. Si vous êtes toujours là et que vous n'êtes pas en train de bouffer si des jamais vous avez sandwichs, une question, n'importe quoi, allez-y. ouais. Et voilà, il nous reste quelques minutes, donc. On va se dire au revoir parce que sinon, si on fait que lire dans le silence les retours, voilà. On est content que ça vous a plu. Cool. Eh bien, du coup, alors j'ai pas. Attends, dans 2 semaines, si je ne me trompe pas, pour la suite des aventures sur Sens Créatif, je prends mon agenda. Dans 2 semaines, pas sur Twitch, mais pour les membres du Patate Club. On reçoit Laurent Zorzin et la Galerie Art Factory où on a déjà enregistré un épisode de Sens Créatif d'ailleurs il y a quelques années, c'était très très cool. Donc Laurent Zorzin lui passera du coup dans les Keepers of the Keys qui est un épisode exclusivement réservé aux membres du Patate Club. Il a une longue expérience en galerie, notamment aussi comme agent d'illustrateur. Voilà, c'est ça qui est très intéressant. C'est un domaine qui est très intéressant parce que c'est l'illustration underground. Exactement. Donc ça nous botte pas mal. Donc double casquette, agent, galeriste. On n'a pas vraiment. Enfin, si on a déjà eu Lamia en tant que galeriste, et je pense qu'on a aussi eu Aurélien Janet qui était galeriste à l'époque. Et mais là du coup voilà, c'est vraiment un épisode consacré au sujet. Si vous ne faites pas encore partie du Patate Club et que vous aimeriez écouter et accéder à cet épisode et lui poser des questions en direct, eh bien le lien est à retrouver. Juste là en dessous sur Twitch, où vous tapez Sens Créatif, Patreon, Tipeee, vous nous trouverez. Vous trouverez aussi toute une communauté, un Discord et plein de trucs qui vous attendent. Et surtout, vous nous aidez à développer Sens Créatif. Est-ce que Sens Créatif va continuer ou pas? Tout est entre vos mains. Oh, la pression. Non, pas entièrement. Non, mais en tout cas, c'est sûr que... Mais merci infiniment, ouais, parce que c'est grâce à vous que ça existe toujours, en tout cas. Ouais, exactement. En tout cas pour cette saison 5 qu'on a fait sans sponsor, hein, donc du coup c'est grâce à vous. Ouais, le mérite vous en revient entièrement. Donc dans 2 semaines, Laurent Zorzin et sur Twitch, je vous garde la surprise, on en parlera. Voilà. On se retrouve dans 1 mois pour un sujet qui va être, je crois, très touchant. Voilà, j'en dis pas plus. Sur ce, on vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Un bon courage pour les Inktober fans. Oh ouais, tellement de respect et d'admiration pour vous qui faites le Inktober. Tenez le coup, allez jusqu'au bout. Il n'y a pas d'injonction, mais c'est tellement super de faire le mois. Oh ouais, punaise. Moi, j'ai jamais réussi à tenir. Un jour, c'est pas grave. C'est pas grave. Rappelez-vous, vous avez un petit Laurent Bazar sur votre épaule qui vous dit c'est pas grave, ok. Par contre, c'est cool de franchir la ligne d'arrivée. Voilà. Ouais. Mais vous pouvez être fier si vous le faites. On en a plusieurs là. On pourrait faire un t-shirt avec le chat. On pourrait faire petite figurine Laurent Bazar qui dit c'est pas grave. Si ça vous inspire pour faire des illus ou des machins, allez-y. Et puis aussi un print Shit Happens. Ça pourrait être marrant. Un petit visuel à Shit Happens, The Shit Happens Theory. Et vous nous taguez sur Instagram. Ça pourrait être marrant. Bon, je dis ça, je dis rien, mais voilà. Allez, sur ce, eh bien, bonne journée tout le monde. Et à très bientôt. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté Sens Créatif. Si cette émission vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. N'oubliez pas de nous soutenir sur Patreon ou Tipeee. Vous pouvez aussi partager l'épisode avec vos amis ainsi que sur vos réseaux sociaux. Un grand merci à Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast. Retrouvez toutes les infos sur le site www.senscreatif.fr ainsi que sur Instagram @senscreatif_podcast. Si vous avez des commentaires ou des idées pour des invités, n'hésitez surtout pas à nous laisser un message. Sur ce, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. En attendant, restez créatifs et surtout n'oubliez pas, Everything is connected!